Bon, je vois que les participants sont en train de monter là. On attend quelques secondes. Allez, c'est parti. Écoutez, bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire avec Maître Brangenot. Merci Maître d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Donc 2 fois dans la semaine pour parler de 2 sujets très importants pour les patrons d'entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Donc je me représente succinctement pour ceux qui n'étaient pas là mardi. Donc je suis Olivier Gentil, je suis président de Jury Travail. Jury Travail, donc c'est le site d'information juridique qui est leader sur son secteur avec la première audience juridique en France. Vous trouverez tout sur le site, des actualités, de la documentation et vous aurez accès à notre base de documents, à notre équipe de juristes et à tous nos avocats partenaires, dont notamment Maître Brangenot qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Mardi, on a commencé donc à évoquer ces sujets-là et on a fait un gros focus sur le fonds solidaire et sur les PGE. Donc, tout ce qui peut finalement jouer sur le bilan de nos sociétés, puisque c'est dans le domaine des subventions, dans le domaine des prêts. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les aides au niveau des comptes de résultats, donc là où on peut optimiser nos charges et espérer avoir un bénéfice ou en tout cas réduire nos pertes pour cette année. Donc, les 4 sujets que je propose qu'on aborde ensemble aujourd'hui, Maître, sont d'une part le chômage partiel, ensuite le report annulation des charges, les aides pour les loyers, et un truc un petit peu à part, c'est qu'existe-t-il comme aide pour les sociétés en grande difficulté financière. Donc, si vous êtes d'accord, on démarre par le chômage partiel. On a reçu pas mal de questions. Donc, comme on a beaucoup de questions, autant aller directement sur celle-ci, puisque c'est celle qui intéresse directement nos internautes aujourd'hui. La première concernant le chômage partiel, donc c'est la suivante. Quelles sont les mesures actuelles en termes de chômage partiel? Donc, c'est une question un petit peu générale. La prise en charge du chômage partiel est-elle identique à celle du précédent confinement? Est-ce qu'elle est plus intéressante, moins intéressante, identique? Voilà la question de notre premier internaute. Disons que le niveau d'indemnisation de l'activité partielle ne sera pas revu à la baisse à compter depuis le 1er novembre 2020. Donc, normalement, le gouvernement avait pris différentes ordonnances un décret pour pouvoir diminuer le montant de remboursement au niveau du chômage partiel. Du fait du confinement, dis donc, il y a une remise en cause. Et donc, les modalités d'indemnité de l'activité partielle de droit commun ne seront pas modifiées, ce qui devait être modifié à partir du 1er novembre. Ainsi, la prise en charge par l'État de l'indemnisation de l'activité partielle est toujours de 85% pour les entreprises non protégées et de 100% dans la limite de 4,5 SMIC pour les secteurs les plus impactés par la crise. Donc, ces modalités de chômage partiel vont s'appliquer à tous les salariés de l'activité partielle, y compris les personnes qui sont vulnérables ou qui sont contraintes de garder leurs enfants de moins de 16 ans. Ça, maintenant, c'est surtout dans le cas de fermeture de classe. Ou également aussi, le chômage partiel est pris en compte aussi concernant les personnes en situation de handicap et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir télétravailler. Ça, c'est ce qui est nouveau par le premier confinement? Ça, c'est les personnes qui peuvent être mises en chômage partiel. L'indemnité d'activité partielle est toujours égale à 70% de la rémunération du salarié. Donc, ça va être jusqu'au 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, le montant versé aux salariés, à moins que, bien sûr, le confinement dure, et on dure jusqu'au mois de janvier, il y aura une diminution, on ne sera plus qu'à 60%. Voilà. Mais pour l'instant, jusqu'au 31 décembre, tout ce qui est l'indemnité d'activité qui est versée aux salariés est égal à 70% de sa rémunération. Voilà. Donc, vous parlez du brut ou du net? Vous parlez du brut, là? Oui, tout à fait. Du salaire horaire brut, je parle. Donc, s'agissant, justement, c'est le décret du 30 octobre, s'agissant des indemnités compensatrices de congés payés pour les salariés. Normalement, lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité sera versée en plus de l'indemnité d'activité partielle.
Donc, ça sera pas, il y aura les 70% du versement du salaire et il y aura les indemnités compensatrices de congés payés en sus. Oui, j'ai compris un gros débat actuellement sur ces congés payés qui étaient cumulés en même temps que le chômage partiel, savoir ce qu'il a éventuellement fait l'objet d'une réduction de charges patronales pour les entreprises. Il y avait un sujet en tout cas. Voilà, tout à fait. Par contre, ces indemnités qui sont versées, enfin, l'allocation d'activité versée à l'employeur, on va dire plutôt, parce que quand on parle de toute cette prise en charge, on parle, le salarié, lui, va toucher les 70%, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Par contre, s'agissant des employeurs, l'allocation va être différente. Hein. C'est pour certains secteurs d'activité, l'allocation, ça sera de 70%, c'est-à-dire que l'État va verser 100% de l'allocation qui sera versée aux salariés, et dans certains cas, ça sera une somme moindre qui correspond à 60%. Donc, quels sont les secteurs qui sont concernés? Normalement, c'est tous les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme normal, hôtellerie, restauration, sport, culture. Eux, ils sont pris en charge à 100%. Ils sont protégés. Également, pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l'activité dépend des secteurs précités et qui ont eu des diminutions de chiffre d'affaires. Eux aussi peuvent être pris à 100% en charge. Les employeurs, l'indemnité qui sera versée par les employeurs peut être prise à 100% en charge. Il y a aussi tous les employeurs qui ne relèvent pas des secteurs privilégiés, mais dont l'activité implique l'accueil du public et qui, bien sûr, sont actuellement fermés. Donc, toutes les sociétés, toutes les entreprises qu'ils ont fermé volontairement en magasin, leur commerce, eux sont pris en charge, mais de manière moindre. Et c'est quelque chose. Oui. Allez-y. D'accord. Donc, toutes ces mesures-là sont rentrées en vigueur à partir du 1er novembre 2020. Et à partir du 1er janvier 2021, comme je vous ai dit, on va les secteurs aussi qui vont basculer dans le droit commun, c'est-à-dire la prise en charge par l'État. En fait, on ne sera plus à 70%, mais on sera à 60%. Donc, s'agissant des demandes qui peuvent être faites, ils ont facilité les choses, c'est-à-dire que la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est effectuée par l'employeur, bien sûr, à la directe, hein, où est implanté l'établissement. Si dans l'hypothèse où vous avez plusieurs établissements, maintenant, il y a la possibilité de faire une seule demande. S'agissant également de tout ce qui concerne attendez, excusez-moi, tout ce qui concerne également les avenants. Est-ce qu'il faut faire un avenant? Est-ce qu'il faut faire une nouvelle demande de chômage partiel pour les entreprises qui sont impactées par cette fermeture? En principe, la mise en œuvre d'activité partielle est conditionnée, comme vous savez, à une demande préalable de l'employeur. Depuis le 1er mars 2020, dès lors que la demande est liée à la crise du Covid, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter du placement de ses salariés en activité partielle pour adresser sa demande. Dans ce cadre de second confinement, la question se posait si on réenclenchait le dispositif d'activité partielle, on devait faire une nouvelle demande ou un simple avenant à la demande initiale. Il a été répondu par le ministère du Travail que si la demande précédente a expiré, on est obligé de faire une nouvelle demande. En revanche, si la demande de chômage partiel est toujours en cours, il suffit de faire un avenant et donc de demander une prolongation justement de la période de chômage partiel qui est en cours. Et qu'est-ce qui est important? C'est que lorsqu'on fait actuellement l'avantage de faire un avenant par rapport à une nouvelle demande, c'est qu'on évite de prendre des engagements. Parce que lorsqu'on fait une demande d'activité partielle, l'employeur doit prendre des engagements qui sont notifiés justement
après à la directe, qui est notifié par la directe lorsqu'elle décide de vous prendre en charge. Quels sont ces engagements que l'employeur doit prendre? Il doit prendre l'engagement de maintenir des emplois des salariés pendant une durée qui peut atteindre le double de la période d'autorisation de chômage partiel. Il doit faire des actions spécifiques de formation pour les salariés qui sont placés en activité partielle. De même, il doit faire des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bon, là, cette situation, une nouvelle, bon, le ministère du Travail a indiqué qu'il y aura quand même une certaine souplesse pour vérifier si, bien sûr, l'employeur a bien respecté ou non ses obligations, c'est-à-dire que d'habitude, en cas de chômage partiel, il vérifie vraiment que l'employeur a bien respecté tous ses engagements. Là, bon, il va avoir une certaine tolérance compte tenu de la situation et compte tenu que certaines entreprises n'ont pas les mêmes moyens pour pouvoir gérer une activité partielle. Lorsque vous avez un commerçant avec un seul salarié et que vous avez une entreprise avec une vingtaine de salariés, les moyens ne sont pas les mêmes pour tenir les engagements, notamment en matière de formation, en matière de, justement, de tous les engagements qu'il faut. Voilà. Si je reviens sur le premier engagement que vous avez cité, à savoir l'entrepreneur le patron doit s'engager à garder le salarié le double du temps du chômage partiel, c'est ça? Oui, tout à fait. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas le licencier 2 mois après? Voilà, tout à fait. Si pendant 2 mois il est en chômage partiel, il devra le conserver et ne pourra pas prendre de mesures de restructuration dans les 4 mois qui suivent. Voilà. Ouais. Le chômage partiel, c'est quand même une aide de l'État. Donc, on estime que c'est à lui de prolonger au maximum justement cette aide et c'est à vous justement de pouvoir demander, de pouvoir conserver au maximum cette aide et pour que le salarié en fait n'ait pas une charge pour la société et de ce fait, voilà, vous poussiez après continuer. Donc eux, ils sont là pas pour, ils veulent surtout éviter le chômage qui va arriver, surtout les vagues de licenciements qui vont se poindre. Oui, mais là, vous parlez des licenciements économiques, vous ne parlez pas des licenciements de gré à gré, éventuellement. Ah, non, licenciements économiques. Bien sûr, pour les licenciements pour faute, on ne peut pas prendre d'engagement par rapport à ça. C'est seulement les licenciements économiques qui sont concernés. Oui, c'est très clair. Du coup, vous avez répondu à ma deuxième question qui concernait les avenants. La troisième, en fait, de notre internaute concernait, vous en avez rapidement parlé, de la formation, en fait, qui est prise en charge pendant la période de chômage partiel. Comment s'active-t-elle? Ça consiste en quoi concrètement? C'est en fait à partir du 1er novembre, les employeurs ont la possibilité en fait de donner, de favoriser en fait des formations. Donc il y a une prise en charge par l'État à hauteur de 80% des coûts pédagogiques. Donc, pour certains, par exemple, pour l'activité partielle de longue durée, nécessite un accord collectif, mais sinon, vous pouvez favoriser en fait des formations, des bilans de compétences. Il faut quand même que la formation soit en lien avec l'emploi. Donc, les demandes de financement de ces différentes formations doivent être déposées et acceptées avant le 31 décembre 2020. Donc, toutes ces actions qui vont être faites doivent se dérouler jusqu'au 30 juin 2021, c'est-à-dire que vous pouvez demander une formation et que cette formation se déroule dans le temps, c'est-à-dire ça peut commencer maintenant et si après il y a plusieurs formations et que ça se déroule au cours du premier semestre 2021, cela ne pose aucune difficulté. D'accord. Voilà. Alors, en fait, ça concerne actuellement, pour toutes les demandes qui sont faites à partir du 1er novembre, ça concerne tous les salariés déclarés en activité partielle. Oui, d'accord. Ça ne concerne pas, bien sûr, les personnes qui sont en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, bien sûr. Okay. 2 questions un peu techniques. Là, on voit que certains internautes ont déjà eu affaire à ces sujets-là et se posent des questions un peu plus fines.
La première, c'est la suivante. Pour les salariés ayant un contrat à 39 heures par semaine, sont-ils bien indemnisés sur cette base, quelle que soit la convention collective de l'entreprise? Alors, tout va dépendre parce que la base du temps de travail est de 35 heures. Ouais. Principe concernant l'indemnisation. Cependant, dans certains secteurs qui ont fixé la durée de travail à une durée supérieure à la durée légale, les heures de travail pourront être prises en charge dans le cadre de l'indemnisation au titre de l'activité partielle. Par exemple, il y a une convention collective, hôtel, café, restaurant, dont la durée conventionnelle est de 39 heures. Et les salariés, donc, verront justement le calcul sur des heures supplémentaires seront comprises dans cette indemnité. Par contre, si vous avez un contrat de travail avec une option collective, la durée légale, c'est 35 heures, et que votre contrat de travail prévoit des heures supplémentaires, alors l'indemnité légale sera calculée seulement sur la durée légale du salarié. Ouais, c'est assez clair, c'est assez logique. Autre question technique, celle-là, je sais qu'elle est compliquée, on l'a posée plusieurs fois. La rémunération des heures supplémentaires est-elle toujours prise en compte pour calculer le taux de l'indemnité légale d'activité partielle? Alors, les heures supplémentaires, en fait, qui sont indemnisables, comme en au-dessus, hein, c'est celles qui sont prévues par les accords collectifs. Hein. Ouais, toujours Donc, pareil. on a deux cas. Si les heures supplémentaires sont prévues dans un accord collectif ou par la convention collective, elles deviennent indemnisables et le montant correspondant est inclus dans la base de calcul. Par contre, les heures supplémentaires qui font partie du contrat de travail du salarié, mais qui ne sont pas prévues pour la convention, c'est-à-dire vous faites des heures supplémentaires par-ci, par-là, et qu'il n'y a pas de précis, là, par contre, ce n'est pas inclus dans la base de calcul de l'indemnité. Même si elles sont récurrentes, si on arrive à démontrer leur récurrence, elles ne seront pas incluses. Ah, c'est pas contracté, il y a besoin d'un accord collectif. Voilà. Il faut que, voilà, ça là-dessus, il y a des, ben, voilà, c'est assez particulier. OK. Après accord de la directe, la mise en place de l'activité partielle peut-elle se faire de manière rétroactive? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question au début. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je me répète, c'est que l'entreprise qui a décidé de demander un chômage partiel, il va demander, il a 30 jours pour faire sa demande à partir de la prise d'effet, du chômage partiel, donc il y a un effet rétroactif, et la directe, de son côté, elle aura 48 heures, parce que c'est une période de confinement, pour répondre. Et donc, il y aura bien sûr une prise en charge qui sera faite de manière rétroactive. Voilà. C'est pas une question piège, c'est une question un peu technique supplémentaire, et après on passera au report aux annulations de charges. Pour la population des commerciaux, typiquement, qui a une grosse part de leur salaire en variable. Du coup, quand ils ne bossent pas, qu'ils sont en partiel, ils n'ont plus ce variable-là. Est-ce que ce variable est compté ou pas compté sur la base d'un variable moyen des 6 derniers mois? Enfin, quelle est votre analyse par rapport à ça? Ben, disons que pour tout ce qui est commission, si c'est prévu dans le contrat, après, il y a des calculs qui sont faits précisément sur l'année antérieure, savoir quelle était la tendance réelle. Voilà, c'est là-dessus. Mais par contre, s'il y a une prime exceptionnelle qui arrive et que voilà, c'est pas prévu tout ça, on ne peut pas le comprendre dans la base de calcul. Bon, en tout cas, il y a sans doute quelque chose à creuser. Il faut toujours regarder soit la récurrence, soit le lien avec la convention collective, ce qu'on retient sur la partie chômage partiel. Je crois qu'on a fait en tout cas le tour en 20 minutes. On va partir sur le deuxième gros sujet qui concerne les reports ou l'annulation des charges. Donc, la première question est la suivante. Dans quel cas a-t-on droit à des remises et ou suppressions de cotisations sociales? Quels éléments de preuve faut-il apporter? Une baisse du chiffre d'affaires sur une activité ou une autre? Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il faut soutenir pour pouvoir obtenir ces baisses ou remises de cotisations sociales? Ouais. Alors, lors du premier confinement, en fait, on avait déjà un dispositif d'exonération de cotisation qui avait été mis en place pour les entreprises de moins de 10 salariés qui étaient fermées, également pour certaines PME qui appartenaient à certains secteurs d'activité.
Ça, c'était le premier confinement. En ce cas de reconfinement, ce dispositif a été élargi. En fait, maintenant, l'exonération, je parle pour l'instant, ça va concerner toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui sont fermées administrativement pourront bénéficier d'une exonération totale de leurs cotisations sociales. Donc ça concerne voilà, leurs salariés. Également, toutes les PME, touristes, dans l'événementiel, culture, sport, qui restent ouvertes, mais qui ont une diminution de leur chiffre d'affaires à hauteur de 50%. Ils auront droit également à l'exonération de leurs cotisations sociales, patronales et salariales. Patronales et salariales. Voilà. Pour les entreprises qui ont bénéficié jusqu'à présent des reports de cotisations sociales avant le reconfinement et qui sont toujours en discussion avec l'URSSAF pour étaler leur paiement et qui rencontrent de grandes difficultés, elles pourront toujours demander des remises. L'URSSAF va traiter au cas par cas leur dossier, mais voilà, comme j'avais dit ultérieurement, il ne faut pas hésiter à demander à l'URSSAF des remises lorsque vous êtes en grande difficulté, lorsque vous pouvez justifier justement vos difficultés, faut leur demander. Ils sont là actuellement, ils étudient au cas par cas les dossiers, donc n'hésitez pas à demander lorsque vous ne rentrez pas dans les cases qui sont indiquées, vous n'êtes pas dans les secteurs privilégiés. Voilà, il faut quand même demander, n'ayez pas peur. Oui, je confirme. N'ayez pas peur. Et puis, pour l'avoir vécu par le biais d'autres collègues, ils demandent des informations, mais ils savent très bien qu'on n'a pas toutes les informations puisqu'on ne clôt pas nos exercices à chaque fin de mois. Donc, ils sont assez souples, en fait, sur les justifications. Alors, sur les entreprises qui prennent en compte, ce qui sont pris en compte, on exclut tout ce qui est société civile immobilière, établissements de crédit, sociétés de financement sont exclus. Également sont exclus, et ça, voilà, c'est toutes les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont des procédures collectives, mais également, et donc ça c'est un peu plus vicieux, toutes les sociétés, pour l'instant on vise que les SARL, qui ont perdu la moitié de leur capital social, qui ont des capitaux propres qui sont inférieurs à moitié de capital social. Voilà, ça c'est, voilà, il y a ces sociétés qui sont normalement exclues de ce dispositif d'exonération. Alors ça c'est vicieux parce que je crois qu'il y a beaucoup de SARL qui laissent passer ce truc-là en se disant. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est assez, voilà. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Les cotisations qui sont visées, parce que tout n'est pas visé. Hein. Alors, il y a les cotisations patronales, c'est cotisations d'assurance sociale, maladie, vieillesse, allocation familiale, contribution au Fonds national du logement, contribution à la solidarité, cotisation d'accident du travail, maladie professionnelle, voilà, et les cotisations d'assurance chômage. Bien sûr, il y a l'exclusion de l'UNEDIC. Hein. Donc, reste dû aussi les cotisations affectées au régime de retraite complémentaire, l'ARGIC, l'ARCO. Voilà. Et là, on parle de quelle période? On parle de novembre et décembre? Oui, tout à fait. À partir du 1er novembre. Okay. Après, il y a eu des exonérations qui ont eu lieu pour le premier confinement. Il y a eu des exonérations qui ont eu lieu jusqu'au 15 mai. Voilà. Après, voilà. C'est en fonction, voilà. Actuellement, on a élargi les possibilités d'exonération à partir du 1er novembre. Mais d'autres entreprises, comme je vous ai dit initialement, ont pu bénéficier des exonérations, mais ça concernant le premier confinement. D'accord. Donc aujourd'hui, tout le monde est à peu près à la même enseigne, le secteur fermé administrativement ou pas fermé administrativement, quoi, dès lors qu'on reste pas trop gros. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Ceux qui bénéficient des exonérations, c'est ceux qui sont dans les secteurs. D'accord, les secteurs fermés. Oui. Voilà, les secteurs fermés. Et ceux également qui sont dans leurs activités connexes et qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 50%, même s'ils sont restés ouverts. C'est ce que j'avais compris, je me suis mal exprimé. Donc, dans le secteur connexe, ce ne sont pas les grosses entreprises. Celles qui ont vraiment subi une perte de chiffre d'affaires. Ok, c'est clair. Donc, c'est étendu à toutes celles qui ont souffert, finalement, en dehors des secteurs ciblés par la fermeture administrative. Alors, dernière question, vous y avez déjà répondu mardi, mais je vous la
soumet, ça concerne les délais de remboursement. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là mardi, quel délai de remboursement peut-on décemment attendre pour le report des charges sociales patronales? Alors, actuellement, avec l'URSSAF, on a la possibilité de négocier des délais qui peuvent aller jusqu'à 36 mois, ce qui est assez important. Comme je vous ai dit, si vraiment, voilà, vous avez vraiment des grosses difficultés, n'hésitez pas à plutôt demander des remises. Hein. Première chose, vous demandez des remises. Et si ces remises, voilà, et subsidiairement, des délais qui peuvent aller jusqu'à 36 mois. Initialement, l'URSSAF accordait des délais de 6 mois. Au-delà de 6 mois, demander des garanties. Là, compte tenu du contexte, vous aurez la possibilité d'obtenir des délais plus longs. Mais pour ça, il faut que ça soit justifié, vos difficultés et vos modalités de remboursement soient justifiées. Hein. Et deuxième chose, ces délais seront accordés seulement pour les cotisations par rapport aux périodes de confinement. C'est-à-dire que dans l'hypothèse que vous êtes une entreprise et que vous avez une taxation d'office, je peux vous dire que là, l'URSSAF aura du mal à accepter quelque étalement que ce soit. D'accord. Bon, en tout cas, il y a quand même des choses à faire vis-à-vis des URSSAF, que ce soit en termes d'exonération et aussi en termes de délai, parce que 24 ou 36 mois, c'est très important puisque c'est sans frais. Donc, c'est une vraie aide. On passe au troisième sujet, sujet qui a été longtemps débattu et qui est très important pour beaucoup de nos chefs d'entreprise, les loyers. Quelles sont les aides pour les loyers? Puisque quand il n'y a plus de chiffre d'affaires, il y a toujours des loyers à payer. Quelles sont les aides justement concernant ces loyers? Sont-ils pris en charge par l'État? Je ne crois pas, mais bon, en tout cas, la question c'est celle-là. Report ou suppression des loyers? Je crois malheureusement connaître la réponse, mais je vous soumets la question, maître. D'accord. Donc actuellement, en fait, il n'y a pas d'annulation de loyer. L'essentiel des bailleurs, ce sont des personnes privées donc, ou des sociétés. Donc, il n'y a pas d'annulation. Il y a eu une incitation, en fait, aux bailleurs à annuler le loyer en fait, du mois de novembre. Initialement, il y avait une mesure qui était annoncée, qui était l'annulation d'une partie au minimum d'un mois concernant le 4e trimestre. Ça a été revu. Donc, maintenant, il faut l'annulation du mois de novembre. Et en échange de l'annulation du mois de novembre, le bailleur aura la possibilité d'avoir un crédit d'impôt qui est à hauteur de 50% du loyer. Bon, ça, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les entreprises qui sont plus importantes, entre 250 et 5000 salariés, le crédit d'impôt, en fait, sera de 50% seulement sur les 2/3 du loyer. Mais c'est seulement une incitation. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de report. Il y a beaucoup de négociations à faire avec votre bailleur. Voilà. Et de toutes les façons, il ne faut pas avoir peur de prendre contact avec votre bailleur, de négocier surtout, de lui proposer des échéances. Voilà, à partir de 2 mois après la fin du confinement, je commencerai à vous rembourser de telle somme. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Après, bien sûr, certains conseils vous disent, ben oui, on peut invoquer soit la force majeure, soit l'inexécution. Bon, on a déjà des premières décisions qui arrivent par rapport au premier confinement. Et qui sont dans quel sens? Voilà, il y a plusieurs choses. Par exemple, sur une des premières, sur le commandement de payer, qui est souvent délivré par les bailleurs, et c'est arrivé que concernant le premier confinement, il y a eu des bailleurs qui ont délivré des commandements de payer parce que, voilà, il n'y a pas eu de paiement. Le tribunal judiciaire de Paris, donc, a déjà pris des ordonnances qui ont indiqué qu'en fait, ne donnaient pas suite à ce commandement de payer, car ils estimaient qu'il y avait une contestation sérieuse et que justement, un tel commandement qui vise ces sommes-là ne semble pas vraiment délivré de bonne foi. Donc,
voilà, sur ce deuxième confinement, si vous avez un commandement payé concernant ce trimestre, vous avez quelques moyens pour vous défendre. Déjà, au niveau des référés, vous pouvez soulever la contestation sérieuse. Ça, il y a plusieurs ordonnances qui ont été rendues au mois d'octobre et sur lesquelles vous pouvez vous fonder. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Après, s'agissant du paiement de ces sommes, là également, on a des décisions qui sont intervenues assez récemment concernant justement ces loyers, qu'il y a eu une interdiction, en fait, il y a eu une interdiction d'ouverture pendant le premier confinement. Et la cour d'appel, c'est une cour d'appel de Grenoble précisément, qui dit que oui, le locataire est toujours dans l'obligation de payer, car les loyers sont dus. Donc, le preneur ou le locataire peut toujours invoquer la force majeure, mais il semble que cette analyse n'est pas recevable de la part des juridictions. Certains prévoient l'inexécution, l'exception d'inexécution. Or, le bailleur vous a à exécuter son obligation de délivrance. C'est seulement un arrêté qui vous interdit d'exploiter. Donc, ce point-là aussi n'est pas fondé. Donc, vous pourrez toujours demander au fond des délais, et là, le juge clair et accepte toujours d'accorder des délais. On est dans une telle situation que les juges sont assez favorables justement pour donner une chance et savent très bien ils ne vont pas appliquer strictement les dispositions. Ils vont donner la possibilité aux preneurs de pouvoir payer et ça de manière tout à fait correcte. On a des dispositions qui permettent de donner jusqu'à 24 mois de délai de paiement. Il faut les soulever, il faut les demander et le juge aura tendance, si vous bien sûr justifiez des garanties de paiement, le juge pourra vous les accorder. Je pense que c'est assez clair. Donc, le conseil qu'on peut donner à nos internautes, si c'est compliqué ce mois-ci pour boucler le budget de payer le loyer, c'est écrivez en tout cas votre bailleur. Il faut des traces écrites. Il faut montrer, essayer de discuter avec lui quelque chose. Parce que si quitte à pas le payer et en contentieux, autant avoir une preuve qu'on a essayé de discuter avec lui. Voilà, c'est discuter, lui pour faire une proposition, par exemple, de remise, comme ça m'est arrivé, c'est de proposer justement au bailleur des remises, par exemple, par rapport au chiffre d'affaires que vous faites. Si vous faites du chiffre d'affaires de vente à emporter, voilà, lui dire, voilà, moi je réduis mon chiffre d'affaires, à d'habitude, je fais 100, là j'en fais 20. Est-ce que voilà, je propose une annulation. En plus, vous lui dites que justement pour le mois de novembre, il y a la possibilité d'avoir un crédit, quand même de 50%, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, ça c'est les dispositions dont le gouvernement s'est engagé. Donc voilà, lui donner justement les pistes pour qu'il accepte. Lui dire, voilà, vous pouvez pour le mois de novembre accorder une annulation, vous aurez votre crédit d'impôt. Pour le mois de décembre, parce que ça va être difficile, tout dépend ce que le gouvernement va décider sur les modalités d'ouverture des commerces. Voilà, pour le mois de décembre, je vous propose soit une diminution, soit un paiement en plusieurs fois, le temps que votre trésorerie puisse se reconstituer. Voilà, là-dessus, il ne faut pas avoir peur, il faut faire des propositions et souvent un bailleur est plus enclin à accepter une proposition, une modulation dans le paiement des charges, une diminution, que si vous faites le mort, voilà, il va se dire, bon, celui-là, il se cache. Donc, je préfère vraiment avoir quelqu'un en face qui me propose quelque chose. Puis il y a le bailleur institutionnel qui sera sensible, le bailleur un peu plus familial qui, lui, pour le coup, sera peut-être un peu moins sensible. C'est pas certain, mais en tout cas, c'est… Dans tous les cas, il faut écrire. Tout dépend des personnes. Vous savez, c'est vrai que quand on a un bailleur qui est une personne à la retraite, qui dépend en partie de ce loyer, de la réception de ce loyer, bon, voilà, et ça sera plus dur pour lui d'accepter, il acceptera peut-être plutôt un paiement dans le temps qu'une remise. Ça, voilà. C'est très clair. Dans tous les cas, il faut écrire pour préparer une discussion ou éventuellement un conflit plus tard, un contentieux. Il faut laisser des traces de bonne foi en tout cas. Je crois que sur le loyer, on a fait le tour puisque vous avez répondu aux autres questions qui tournaient autour de ce problème où un bailleur ne souhaite pas répondre. Donc,
on a adressé les questions résiduelles sur ce thème-là. Donc, on va terminer par un sujet un peu plus technique, enfin encore que malheureusement, il y avait déjà des entreprises qui étaient en difficulté financière avant le Covid. Donc, est-ce que vous pouvez faire un petit panorama de ce qui a changé pour elles? Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont accès à de nouvelles choses, à de nouvelles aides, alors qu'au début, elles en étaient totalement exclues? Alors, il y a deux choses. Sur les entreprises en difficulté, essentiellement, en fait, elles n'ont pas beaucoup accès à toutes les aides. Au fonds de solidarité, elles peuvent y accéder. Au PGE, pas du tout. Voilà. Elles sont essentiellement exclues de tout, pour être clair. Lors du premier confinement, pour éviter en fait un phénomène massif de dépôt de bilan, il avait été décidé en fait de geler en fait rétroactivement depuis le début du confinement jusqu'au mois d'août la situation des débiteurs pour la prestation des dates de cessation des paiements. De ce fait, il y a eu au niveau des juridictions, on va dire très peu d'affaires, malgré qu'il y ait des gros dossiers ou des sociétés qui sont tombées en cessation des paiements parce qu'il y a beaucoup de salariés. Hein. Dès qu'il y a des salariés, voilà, il y a eu des dépôts de bilan qui ont été faits, mais voilà, tout ce qui est les petits commerces, etc., il y a eu très peu de dépôts de bilan parce que, ben, voilà, on a essayé d'éviter qu'il y ait des dépôts de bilan qui arrivent. Cette disposition qui a été faite pour le premier confinement n'est plus à l'ordre du jour. On est dans le droit commun, c'est-à-dire que lorsque vous avez des difficultés, vous devez déposer votre déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Donc là, maintenant, vous devez surtout faire très attention et dès que vous avez des difficultés, maintenant, il faut rentrer dans le jeu de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Hein, je sais que ça fait peur souvent à beaucoup de gens quand on parle de redressement, de liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire, c'est vraiment quand on n'a pas d'autres solutions et qu'il n'y a plus de possibilité de continuer cette activité. Redressement judiciaire, souvent, c'est qu'on a la possibilité. Justement, le redressement judiciaire, ça vous permet de stopper l'hémorragie, d'éviter toute mesure de saisie sur vos comptes. Et ça permet justement, si vous pouvez continuer votre activité, de pouvoir étaler vos dettes sur au maximum 10 ans. Donc, il ne faut pas avoir peur des procédures collectives. Dans l'hypothèse où vous n'êtes pas en cessation des paiements, moi, je vous conseille justement d'essayer les procédures de négociation, conciliation, médiation, mandat ad hoc, justement, pour pouvoir essayer de négocier des délais, pour pouvoir vous donner de l'air, justement, pour pouvoir y arriver. Car actuellement, c'est vrai que le premier confinement a fait que les trésoreries des entreprises sont à sec. Ce deuxième confinement, ça ne va pas ranger les choses. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut justement faire le nécessaire pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Donc, s'agissant des aides, vous avez le fonds de solidarité qui va vous permettre de pouvoir obtenir des aides. Hein. S'agissant du PGE, par contre, il y a une exclusion d'office des entreprises qui font l'objet de sauvegarde, de redressement judiciaire, et également d'entrepreneurs qui font l'objet de rétablissements professionnels. En effet, un PGE, c'est un prêt pour une certaine durée, 6 ans, et on estime que ces sociétés qui sont dans le cadre d'une procédure de redressement, de sauvegarde, n'ont pas la possibilité, ne justifient pas d'une pérennité. Et donc, comme on sait que une bonne partie d'entreprises qui sont dans le cadre d'un redressement judiciaire, ça va se clôturer soit par une liquidation, soit par une cession, et donc on ne retrouvera jamais les fonds. Donc, ces entreprises sont exclues d'office du PGE. Et celle dont le plan de redressement est accepté et étalé, c'est la même chose ou c'est différent? Non. Lorsqu'une société a obtenu un plan de redressement, on estime que la société est redevenue in boni, c'est-à-dire c'est une société qui peut payer ses dettes,
qui a obtenu un étalement de manière judiciaire de ses créances, de ses dettes sur 10 ans ou sur moins. La seule difficulté, c'est que pendant les 4 premières années, la banque, votre banque, ne vous accordera aucun prêt parce que voilà, vous êtes marqué par le sceau du redressement judiciaire. Ils estiment que voilà, les 4 premières années, c'est les 4 années où voilà, vous allez recommencer à payer vos créanciers. Vous êtes in bonis, mais voilà, vous êtes toujours mentionné au greffe, souvent, comme une société en redressement judiciaire. Et que cette mention, comme quoi vous êtes passé par le redressement judiciaire, n'est pas enlevée au début. D'accord. Donc, changer de banque, ça n'aide pas grand-chose finalement. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est en fait au niveau du greffe, sur l'extrait cabis, il est toujours mentionné que vous avez fait l'objet d'un redressement judiciaire et au bout d'un certain temps, c'est effacé, mais bon, voilà, il faut attendre. Il faut attendre, il faut être patient. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions sur les 4 thèmes d'aujourd'hui, qui étaient plus techniques que ceux de mardi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour clore la session, Maître. Non, je pense avoir été assez clair, enfin j'espère avoir été assez clair sur l'ensemble des dispositifs, mais surtout ces dispositifs évoluent, on va dire, à peu près tous les jours. Ça va évoluer aussi en fonction de la durée du confinement. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter vos conseils, avocats, experts comptables pour avoir des informations au fur et à mesure et surtout pour vous indiquer justement les échéances, parce qu'il ne faut pas rater les échéances pour obtenir les aides, pour obtenir les prêts, parce que voilà, c'est enfermé dans une certaine durée et que si vous ratez le délai pour déposer votre dossier, voilà, c'est peut-être une aide que vous avez perdue. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels justement pour pouvoir obtenir des réponses et pour que vous aider justement à déposer les dossiers qu'il faut. Écoutez, merci. Je pense que c'est une bonne conclusion. Donc, j'invite tous nos internautes, pour ceux qui ont de nouvelles questions, à contacter directement Maître Brangenot. Vous pourrez la trouver sur le site du Travail, mais vous avez aussi ses coordonnées avec sa ligne directe qui sont affichées sur le site. N'hésitez pas à la contacter. Je pense qu'elle a encore plein de choses à vous raconter. J'espère que ce sera plutôt de bonnes nouvelles à vous apporter pour vous aider à traverser cette période extrêmement difficile. Jury Travail, on est toujours aussi à vos côtés, donc on essaye d'être au milieu de cette tourmente et de vous aider à prendre les bonnes décisions et à vous orienter du mieux qu'on peut. Donc en tout cas, on est à vos côtés, on a des juristes aussi, des avocats, dont Maître Brangenot. On est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée, Maître. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et Elodie qui... Là, je pense que... Je suis là, je arrête.